Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Le M23 avance dans l'Est. La MONUSCO condamne. Notre deuxième sujet concerne le Mali. L'absence d'annonce sur des élections est une mauvaise surprise selon Moussa Mara. Troisième sujet, nous parlerons du Cameroun. Des prélats de l'Église catholique appellent à l'alternance politique. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. L'État prévoit de recruter 14 000 nouveaux fonctionnaires en 2025. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Prosper Agbo-Clou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, et surtout encore un plaisir d'être ensemble et discuter autour des sujets d'actualité poignants qui nous concernent tous. Je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs puisque c'est la première fois qu'on se voit au cours de cette année autour de ce plateau pour leur souhaiter mes vœux de santé. Rien que de ça, parce que avec la santé, on se retrouvera toujours. Merci beaucoup à vous, Prosper, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne et heureuse année 2025 à vous. Merci, à vous également. À côté de vous, il était avec nous hier, mais il revient aujourd'hui. Prosper Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur. Vous m'excusez, bonsoir docteur. Bonsoir Prosper. Bonsoir au troisième invité. Bonsoir à tous les téléspectateurs, notamment ceux de Cotonou au Bénin, qui démarrent demain les cérémonies du festival Vodou Day. Le Vodou Day. Voilà. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako, d'avoir répondu une nouvelle fois à notre invitation. C'est plutôt moi. Notre troisième invité ce soir, Firmin Teko Agbo. Vous êtes journaliste, chroniqueur politique, également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, qui porte votre nom d'ailleurs, Firmin Teko Agbo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. Je profite de cette occasion, puisque c'est ma première fois d'être ici en 2025. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter mes vœux la meilleure. Mes vœux la meilleure à Prosper Agbo-Clou. Que Dieu nous bénisse cette année profondément, qui nous assure la santé, et mes chaleureux vœux aussi à tous ceux-là qui nous suivent, qui portent un intérêt particulier à ce que nous disons ici, à tous ceux qui nous critiquent et aussi à ceux qui apprécient bien ce que nous disons, mais le charme c'est d'avoir un débat contradictoire. Donc que le débat se poursuive, vous pouvez critiquer ce que nous disons, vous pouvez bien apprécier aussi ce que nous disons, mais sachez juste que je vous souhaite mes vœux les meilleurs. Et je demande la protection de Dieu pour tout le monde et mes vœux les meilleurs à toute la maison New World TV. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Guillaume, c'est tout un honneur. Merci beaucoup. Également à vous tous qui nous suivez, merci de votre fidélité. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet en prenant la direction de la République démocratique du Congo. Nous allons rester dans l'est du pays où le groupe rebelle du M23 avance sur le terrain après la reprise, la prise de certaines localités dans le centre de la province du Massissi, dans le Massissi centre. Certaines localités ont en tout cas été reprises par les forces armées de la République démocratique du Congo, une avancée saluée. Mais il faut noter que cette avancée aussi, cette offensive qui continue, menée par le M23, suscite beaucoup de réactions, surtout avec des milliers de déplacés ces derniers jours. On parle de plus de 10 000 déplacés en une semaine. Je commence par vous, Prosper Agbo-Clou. Le groupe rebelle du M23 continue son avancée et la représentante de l'Organisation des Nations Unies, surtout de la MONUSCO pour l'Afrique de l'Est et la République démocratique du Congo, a condamné fermement cette avancée du M23. Mais quoi qu'on dise, le M23 avance, on se borne à condamner, Prosper. Oui, voilà, on se borne à condamner, c'est tout l'étonnement qui, moi, m'agace, parce que ces forces qui arrivent, la MONUSCO qui envoie des forces sur le terrain, pour quel objectif, pour quel but, on n'en sait jamais davantage. Autant sont-ils des forces, comme on appelle, de tampons, de dissuasion, on ne sait même pas. Donc je dis, ces condamnations-là sont vaines, parce que pour moi, cette guerre-là se joue ailleurs. C'est le coltan qui est en jeu.
les minerais du Congo qui sont convoités par des multinationales, qu'on appelle occidentales, qui font la guerre là et le transportent sur le terrain en utilisant donc des factions rivales pour vraiment assouvir leur soif comment on appelle, de pillage de l'Afrique. C'est ça le problème. Donc que la MONUSCO la MONUSCO, excusez-moi, condamne ou ne condamne pas, ça reste le même, parce que depuis longtemps on vient, moi je sais pas qu'est-ce qu'on cherche, comme on appelle, mettre fin à la guerre ou quoi? C'est ça la question. On envoie les casques bleus alors que le M23 progresse. On accuse, c'est la même MONUSCO par rapport à l'ONU qui dit que le M23 est armé par le Rwanda et finalement on ne comprend rien. Est-ce qu'on fabrique les armes qu'on appelle au Congo, à l'est du Congo, dans le sud Kivu? Non. Mais quand on dit que le M23 est soutenu par le Rwanda, même si le Rwanda dit qu'il n'en est pour rien, si c'est avéré que le M23 soutient si le Rwanda soutient le M23, le Rwanda peut payer des armes pour son armée et les donner au M23. Ça je n'en disconviens même pas, parce que vous savez, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que cette guerre-là se joue ailleurs. Et qui est l'ONU? L'ONU, ce sont les États-Unis. Il faut le dire, parce que ceux qui ont le droit de veto, ce sont eux qui contrôlent le monde. Ce sont eux qui imposent leur point de vue. Ce sont eux qui dictent leurs lois. Donc je crois quand même que si on veut mettre réellement la fin à cette guerre et mettre fin à la souffrance des populations, des déplacés, moi je crois que à la minute on peut le faire. Mais la question, c'est de savoir dans quel intérêt on fait cette guerre. Le M23 n'est pas comme on appelle, sorti de nulle part. Le M23 est armé par le Rwanda. Tout le monde est d'accord. Et de l'autre côté, on fait, comme on appelle, circuler les armes pour quoi? Pour les vendre et gagner tout simplement comme on appelle, piller les minerais qui sont au Congo. Alors, Louis Kamako, c'est plutôt 100 000 déplacés en une semaine. Je dois rectifier cela puisque c'est très important. 100 000 déplacés en une semaine. Le M23 a progressé dans le nord Kivu en prenant les localités du Massissi centre, même si ces 2 jours, là on annonce la reprise de certaines localités par les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette avancée est largement condamnée par la communauté internationale, que ce soit les Nations Unies, la MONUSCO ou encore les États-Unis. L'on condamne puisque normalement il y a un accord de cessez-le-feu qui a été signé, on le rappelle, en juillet 2024, mais qui au fond n'est jamais respecté. Oui, un accord de cessez-le-feu, ça nous rappelle en fait le rôle prépondérant de la MONUSCO en aide des Congo. Justement, cette institution onusienne-là veille également aux accords, au cessez-le-feu. Mais je crois que la situation telle que tu l'as décrite est connue de tous. Nous sommes en aide des Congo qui est depuis longtemps un tourbillon de violence meurtrière de plus de décennies. Et donc quand vous prenez cette zone-là, cette partie de la aide des Congo qui a une superficie qui équivaut à peu près à celle du Soudan du Sud, vous avez près de 100... Vous parlez de l'Est ou de province? De l'Est du Congo. De l'Est du Congo, vous avez à peu près plus de 120 groupes armés qui se livrent à des maraudes. Et donc, la situation, elle est déplorable. Et dans ces groupes-là, vous n'avez pas... vous allez constater que beaucoup de ces groupes-là ne cessent en fait de grimper leurs effectifs avec des enfants soldats d'âge de moins de 8 ans. Donc la situation, elle est assez déplorable dans cette partie du Congo, et donc c'est des gens qui se livrent à des guerres parfois fratricides, parce qu'aujourd'hui, quand vous citez, ou bien tout le temps c'est le M23 qui est pointé du doigt, le M23 qui faisait partie de l'armée congolaise, qui à plusieurs reprises a mené... Qui fait partie de l'armée congolaise? Qui faisait autrefois partie de l'armée congolaise. Je ne pense pas. Non, mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il faut aller justement... Peut-être qu'il y a des leaders, oui, des gens qui ont quitté l'armée, mais le M23 est un groupe rebelle à part. Voilà. Et donc, je pense... Peut-être des gens qui ont quitté l'armée et qui soutiennent le M23, ça on le sait, ça c'est un autre fait.
Mais c'est des gens qui, à plusieurs reprises, ont mené une guerre brutale contre ce qu'ils appellent un traitement injuste pour les Tutsis congolais. Donc, je crois que aujourd'hui, cette situation, elle est connue de tous. Maintenant, la réaction de la MONUSCO, je pense que c'est une stratégie de communication pour une institution dont le mandat a été prorogé tout le temps, parce que beaucoup de gens ont souhaité à un moment donné que la MONUSCO se retire. Ça a été d'ailleurs la volonté, ou bien ça a été la décision des autorités congolaises, sauf mais qui sont revenus sur leur décision. Justement, parce qu'à cette époque-là, beaucoup de voix se sont levées, disant que l'armée congolaise n'est pas à même, en fait, de venir à bout des différents groupes rebelles. C'est une évidence ou pas? Est-ce que c'est vrai que l'armée congolaise n'est pas prête à elle seule pour faire face à c'est facile de tirer comme ça sur l'armée congolaise, même si je sais que ce que je dis c'est pas une critique, mais je pense que on peut juste faire un petit bilan de la présence de la MONUSCO en Inde et Congo, parce qu'aujourd'hui le bilan il est là, il est visible. On sait que si la guerre continue pas à prospérer, ça veut dire quelque part, c'est vrai que la MONUSCO n'est pas là pour combattre, c'est pour maintenir la paix et veiller à ce que les cessez-le-feu soient respectés, comme je le disais tout à l'heure, mais quelque part sa présence en Inde et Congo pendant des années n'a rien changé. Donc je crois que le bilan de cette institution onusienne là est mitigé. Donc c'est ce qui a fait qu'à un moment donné les autorités congolaises ont souhaité justement rompre le contrat avec la MONUSCO. Mais pourquoi ils sont revenus sur leurs paroles alors? Ils sont revenus justement sur leurs paroles parce que c'est vrai que l'armée congolaise aussi a cette crainte-là, c'est-à-dire que la peur de l'ennemi, il y a la peur de l'ennemi qui anime quelque part les autorités congolaises, surtout que beaucoup de voix se sont levées, beaucoup que le sujet a été débattu au Conseil de sécurité de l'ONU, et tous les États ont été d'accord que la MONUSCO doit prolonger son mandat en Inde et Congo. Donc ça ressemblait peut-être à peu près pour les autorités congolaises une forme de complicité c'est une pression. Oui, une forme de pression justement pour un pays qui vit déjà un marasme en termes sécuritaires. Donc je crois que cette sortie de la MINUSMA qui condamne, c'est de la MONUSCO, cette sortie de la MONUSCO qui condamne en fait l'avancée dans l'Est, pour justement prouver, c'est pour justifier en fait les raisons qui ont milité à sa prorogation. C'est pour justement faire croire aux gens que effectivement la situation n'est pas sous contrôle des autorités congolaises et que un retrait de la MINUSCO sera justement un fiasco. Donc c'est pour dire que les réalités sur le terrain sont différentes en fait des réalités que les autorités congolaises entrevoient. Firmin Teko Agbo, la MONUSCO condamne l'avancée du M23 dans le Nord Kivu avec comme centre de ces opérations ces derniers jours le Massissi, surtout le Massissi centre. Vous savez, moi je voudrais dire trois choses. Vous savez, bon, je ne sais pas pourquoi les gens sont étonnés de ce qui est en train de se passer. La première chose que je voudrais faire observer, c'est que vous voyez, le monde est en train de bouger, quoi. C'est-à-dire la démographie, ça devient toujours important. Nous sommes à 8 milliards d'habitants. Ça veut dire quand nous avons une population mondiale un peu forte, les besoins en termes de technologie deviennent aussi croissants, vont en crescendo. Et ce qui nous gère aujourd'hui les besoins en termes de technologie, en termes de tout ce dont nous avons besoin, ce sont les grandes puissances mondiales. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a les puissances occidentales, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a la Grande-Bretagne. Regardez, qui contrôle la RDC? Ce sont ces puissances dont je viens de parler. Donc, du moment où ces puissances ont toute une ambition par rapport au monde, ces puissances ont besoin de matières premières. Et donc, tant qu'elles auront toujours besoin de matières premières, elles vont trouver les endroits les plus faciles où elles pourront facilement piller. Mais quand on le dit comme ça, quand il y a la guerre, une puissance peut vraiment tirer profit de la guerre en matière de ressources minières. Oui, exactement. Donc, autant la zone est instable, autant on profite pour piller la zone. Encore faudrait-il qu'il y ait de la stabilité pour passer, pour pouvoir faire des extractions. Non, on sait comment ça se gère. C'est parce que quand il y a la paix, quand tout le monde mange bien, quand les gens se portent bien, mais les gens vont se dire, mais on peut contrôler qui est là-bas.
qui est en train de voler là? Pourquoi vous pillez? Vous avez quel mandat? Est-ce que vous êtes autochtone? Est-ce que le pays vous appartient? Du moment où vous parlez de déplacer, des gens sont en train de quitter le pays. Qui va avoir ce sens-là de rester et la poursuivre comment le pays fonctionne? Personne. Donc, du moment où on a tellement de besoins... Maintenant, ce que je veux savoir, ce qui fait fuir les populations civiles, est-ce que ça ne fait pas fuir les exploitants? Non, comment ça va faire fuir les gens? C'est des gens qui sont bien équipés. Les gens qui ont tout, c'est des gens qui ont la RDC dans 60 ans dans leur tête. Et c'est-à-dire ce qui est en train de se passer là, c'est des choses qui sont planifiées. C'est nous qui sommes en train de découvrir. Eux, ils sont déjà dans les années 2040, 2060. Ils sont les maîtres de la prospection. Ils sont les maîtres de la prospection. Donc ils savent ce qui est en train de se passer. C'est parce qu'ils ont étudié la stratégie. Ils se disent, d'accord, on déstabilise les zones et nous, on en profite pour piller les zones. Je vous ai dit ici sur ce plateau que, bon, un prof, un jour, lorsqu'on faisait une conférence, il me disait que les Nations Unies viennent s'installer dans une zone, mais ce n'est pas pour la beauté des yeux de la zone. C'est parce qu'il y a un intérêt particulier là. Vous parlez de la MONUSCO. La MONUSCO vit comment? La MONUSCO vit de ses ressources. La MONUSCO vit de ses ressources. Donc des financements onusiens. Oui, les Nations Unies trouvent le financement. Les États-Unis financent, mais il y a ces ressources-là qui contribuent en partie à financer cette organisation-là. Donc, du moment où on a besoin de ces minerais-là, on va déstabiliser la zone. Et là, celui-là dont on a besoin, c'est le Rwanda, c'est le patron du Rwanda. Donc, c'est lui qui continue d'armer le M23. Alors, si c'est comme ça, pourquoi la MONUSCO vient à le condamner? Non, je viens tout à l'heure. Rapidement, alors. Je vais venir. Mais regardez, il fait quoi? Donc, il sait pourquoi lui, il collabore avec les puissances occidentales. Parce qu'il sait que quand on vient prendre un peu, donc lui aussi, il prend une partie, c'est tout. C'est avec ça qu'il développe. Sinon, vous voyez la carte géologique du Rwanda, il y a assez de produits ou assez de minerais que le Rwanda exploite, mais qui ne figurent pas sur sa carte géologique. Parce que c'est sur le territoire congolais. Oui, ça c'est un fait. Maintenant, ce que je veux savoir, la MONUSCO vient condamner cette avancée du M23. Pourquoi, si selon vous, la MONUSCO devait vivre de ça? Oui, regardez, c'est ma deuxième observation. Tout ce que la MONUSCO fait, c'est de l'hypocrisie. C'est pour vous dire, non, je suis avec vous, non, je condamne, nous condamnons les déplacés, nous condamnons les morts, ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Et puis, ça crée une certaine sympathie. Et vous allez les aimer, vous allez croire qu'ils sont avec vous. Mais ça fait des années que nous, attendez, on lit des rapports, c'est de l'hypocrisie pure. J'espère que vous savez que la MONUSCO n'est pas liée à un pays. Non, c'est les Nations Unies. Les Nations Unies. Attendez. Vous croyez que quoi? Les Nations Unies sont contrôlées par qui? Par les puissances occidentales. Mais Prosper Beaucoup a dit tout à l'heure, j'ai le Big Five. C'est surtout qui dirige de l'évolution du monde, de qui doit être qui. Regardez ce qui se passe au Gaza, regardez ce qui se passe en Ukraine. Oui, c'est de l'hypocrisie pure. Vous savez, le troisième élément que je voudrais faire observer, vous savez pourquoi on avait dégommé par le Kabila Mobutu? Vous croyez que Mobutu serait là aujourd'hui? Le Rwanda aurait pu oser attaquer ou former ces rebelles pour venir exploiter l'Est du Congo. Mais c'est parce qu'arrivé à un moment donné, on a vu que Mobutu, lui, voyait loin. Et il a commencé par dénoncer cette situation depuis les années 70. Et arrivé à un moment donné, on se dit, mais ce monsieur, il faut qu'on se débarrasse de lui. Est-ce que quelque part aussi, il n'est pas une partie du problème? Il pouvait être une partie du problème, mais c'est parce qu'arrivé à un moment donné, il a compris que le jeu des Occidentaux, ce jeu d'hypocrisie-là, on fait semblant d'être avec vous, mais en fait, on veut vous déstabiliser pour vous piller davantage. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.